La prévention, c'est le seul moment où on peut vraiment sauver une vie. Derrière ma santé, il y a toujours un lien avec la santé communautaire. La meilleure pratique, c'est celle qui marche. Travailler avec à la fois de la donnée scientifique, mais à la fois avec l'ensemble de la collectivité, des parties prenantes et de la société civile. C'est tout l'enjeu de savoir comment on adresse la prévention pour que chacun se sente concerné et puisse passer à l'action. Bonjour et bienvenue dans Agir pour prévenir, le podcast santé de la Fondation April. Chaque mois, nous recevons une ou un invité dont le témoignage vient nous éclairer sur de nouvelles manières de faire de la prévention et de la promotion de la santé. Ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Dorothée Kopp, directrice de la recherche de Uptons. Dorothée, bonjour. Bonjour. Dorothée, vous travaillez pour Uptons, un cabinet d'analyse culturelle. Vous êtes directrice de la recherche et vous étudiez et cherchez à comprendre les grandes transformations culturelles contemporaines, à identifier les signaux faibles également, grâce à une approche ethnographique des grandes plateformes numériques, des différents réseaux sociaux. Et vous intéressez en particulier aux phénomènes de désinformation, de polarisation, de radicalisation, aux représentations de genre, aux fractures générationnelles également, à la construction de l'identité, la mise en scène de soi, et plus largement, représentation du corps et aux imaginaires de santé. Alors, Dorothée, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'est l'ethnographie digitale et comment vous travaillez et vous allez explorer ces plateformes et ces réseaux? Alors, l'ethnographie digitale, c'est une méthode qui vise à documenter, à observer et documenter les représentations des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, telles qu'elles présentent leur contenu. C'est-à-dire qu'on va venir observer des contenus publiés sur les réseaux sociaux. Alors, à l'origine, c'était principalement du texte, donc on analysait des discours. Et depuis l'avènement des réseaux sociaux visuels que sont Instagram, puis YouTube, TikTok, etc., on a été amené à travailler sur du matériau plus vivant, plus visuel, plus représentatif aussi des personnes, des corps, etc. Donc maintenant, on analyse des gestes, on analyse des postures, on analyse ce genre de choses, des représentations visuelles. Notre méthode d'ethnographie digitale nous amène à observer des personnes qui sont dans une certaine radicalité, généralement, qui ont une posture assez particulière sur un sujet. Alors, je vais donner des exemples. Quand on travaille sur des questions alimentaires, on va aller regarder plus précisément des personnes qui ont adopté des régimes alimentaires particuliers, l'hyperprotéiné, le vegan, le flexitarianisme, etc., pour comprendre comment ça se trace dans leur quotidien. Ce qu'on fait, c'est qu'on évite de se focaliser sur les contenus qui concernent exclusivement le sujet qu'on est en train d'étudier, mais on essaie de comprendre comment ce sujet, cette partie de leur identité, de leur personnalité, se tresse avec le reste de leur quotidien. Et pour ça, certains réseaux sociaux sont particulièrement utiles pour regarder ce côté quotidien. TikTok notamment, même si c'est un peu en train d'évoluer aujourd'hui, et YouTube, qui sont vraiment des fenêtres sur les vies domestiques parfois, ou sur les vies quotidiennes et très intimes des personnes qu'on va regarder, suivre, évaluer, analyser. Donc c'est des centaines, des milliers d'heures de visionnage. Comment se passent les recherches? Oui, alors on essaye effectivement de pas compter le temps qu'on passe derrière notre écran, contrairement à ce qu'il faudrait faire. Oui, notre métier est principalement lié au visionnage de vidéos, aujourd'hui de vidéos sur Internet. Et nos recherches se passent d'abord en identifiant les personnes qu'on va aller regarder. Pour les identifier, on fait d'abord une recherche sémantique sur le sujet pour comprendre un peu comment se structure le sujet en ligne. Et ensuite, on va aller vraiment identifier des personnes que nous jugeons intéressantes à aller étudier parce qu'elles postent beaucoup, parce qu'elles ont un certain aura, un certain dynamisme, un certain nombre d'abonnés, même si on ne va pas forcément chercher à regarder des influenceurs, parce qu'on va chercher de l'authenticité avant tout. Et leur manière de parler du sujet, leur manière de l'aborder. Ce qui va nous mener à regarder l'intégralité de leur contenu. En fait, c'est que ça notre méthodologie sur l'année qui vient de passer. On va regarder tout leur contenu, et aussi les commentaires qui sont associés à ces contenus pour voir comment réagit la communauté, ce qui va parfois nous donner envie de rebondir sur d'autres sujets, d'autres personnes. Donc c'est une navigation assez libre au final, assez itérative, avec des allers-retours. Et alors,
qu'est-ce que cette méthode particulière apporte et permet de voir en plus que des méthodes peut-être plus classiques d'études ou d'enquêtes ne permettent pas de regarder? Ce qui fait la spécificité de notre méthode, c'est d'aller regarder ce que les gens disent spontanément d'un sujet. C'est-à-dire que contrairement à une analyse qualitative ou quantitative, on ne pose pas de questions. On va chercher la spontanéité, donc on va même pas orienter la manière dont les gens vont aborder un sujet ou pas l'aborder d'ailleurs. Et ça va nous permettre, notamment en matière de santé, d'avoir des résultats ou des propos ou même des sujets abordés qui sont extrêmement différents que ceux qui peuvent être abordés en entretien. Je vais vous donner un exemple. On a travaillé à plusieurs reprises sur les populations atteintes de cancer à des fins de plaidoyer, à des fins d'améliorer la prise en charge globale de ces patients. Et on a travaillé en hybridation avec des méthodes quantitatives et qualitatives plus classiques. Et nos résultats étaient très complémentaires. C'est-à-dire que les personnes qui sont interviewées au sujet de leur traitement contre le cancer ne vont pas oser généralement dire les problématiques personnelles que leur traitement va poser, notamment à domicile, parce qu'elles sont souvent interviewées en milieu médical. Elles sont dans une position de gratitude par rapport au milieu médical, parce qu'elles sont généralement quand même assez contentes de la prise en charge et puis du fait qu'elles soient soignées et que ça aille quand même mieux. Mais à domicile, sur TikTok, quand elles vont évoquer leur traitement, elles vont en parler de manière extrêmement différente et aborder des sujets qu'elles n'osent pas aborder avec le personnel médical, sur l'impact sur leur vie quotidienne, leurs études quand il s'agit de jeunes personnes, leur sexualité, leur vie intime, leur vie relationnelle, leur vie amicale. Et ça permet de venir combler des trous, notamment en matière de santé, quand il s'agit de sujets très, très intimes. Et alors, j'ai envie de vous poser la question inverse. Quelles sont les limites de cette ethnographie? On a une approche qui ne peut pas être représentative de la population générale, puisque, encore une fois, notre méthode, en plus, c'est d'aller chercher de la radicalité. Donc, on va chercher plutôt des marges, des niches, des personnes qui sont dans une position très particulière et qui ne sont pas représentatives. Une grosse partie de notre activité cherche à élaborer des projections, des tendances, une compréhension un peu de prospective. Et en ça, forcément, on va chercher des choses qui émergent et qui ne sont pas encore forcément très, très présentes partout. En termes de cible, on ne peut pas choisir aussi des catégories socio-professionnelles, même si on s'efforce dans nos panels de personnes qu'on va suivre d'aller chercher une répartition géographique. Quand on travaille sur les tendances alimentaires, on va éviter de se focaliser sur Paris et on va essayer de voir aussi comment comment ces tendances peuvent se diffuser sur le territoire, et on va chercher des personnes qui sont basées à Orléans, à Tours, dans des petites villes, dans des grandes villes, histoire de comprendre un peu mieux. Il y a des différences entre l'ethnographie du coup digitale, d'une ethnographie finalement sur le terrain, ou est-ce que c'est très proche? Alors, c'est à la fois proche et éloigné. On a une proximité méthodologique en termes d'observation. L'ethnographie sur le terrain va souvent aboutir à une mise en contact entre la personne étudiée et observée et l'observateur. Nous, on est plutôt dans une observation non participante, même si sur certains sujets, nous avons conduit des entretiens avec les personnes que nous avons observées pour approfondir des sujets. L'autre particularité de l'ethnographie digitale, c'est qu'on observe des mises en représentation de soi, des mises en scène, puisqu'on observe des contenus qui sont mis en narration par les personnes qui les ont postés. Donc, c'est quand même assez différent que d'observer des gestes réels, même s'il y a ce biais en ethnographie plus classique, où les personnes se sachant observer ne vont pas avoir forcément tout à fait la même attitude. Donc, il y a quand même bien sûr des biais, mais on les prend en compte. Et nous, ce qui nous intéresse justement, c'est la mise en scène et la représentation des gens, puisqu'on va aller étudier ce qui est valorisé, ou ce que les gens cherchent à valoriser et à mettre en avant, plus que ce qu'ils cherchent à cacher. Donc, on ne cherche pas un rapport à la réalité, mais on cherche un rapport à cette mise en scène, justement. Vous avez mené plusieurs travaux. Déjà, peut-être que vous pouvez nous dire un peu quels sont les grands thèmes que vous êtes allés explorer en matière de santé, et puis, d'une part, ce que vous êtes allés explorer et ce que vous avez observé. Est-ce qu'il y a je sais pas, des grandes tendances en santé, quel que soit le type d'ailleurs j'allais dire de public, mais je sais pas comment on appelle les gens, de contributeurs.
Au cours de ma carrière, qui s'est passée chez Uptowns, mais aussi dans d'autres espaces, j'ai eu l'occasion d'aborder de nombreux sujets de santé sous le prisme du patient ou sous le prisme de la personne concernée. Donc, j'ai travaillé à de nombreuses reprises sur des questions d'opinion publique et de santé publique autour de la vaccination, où la période Covid a marqué un tournant, mais en fait, c'est pas là que le vrai tournant s'est passé, c'est au niveau de la grippe H1N1, où la défiance du public français en termes de vaccination s'est vraiment construite en ligne. Et à partir de là, au niveau du Covid, c'était à peu près la même chose s'est reproduite, mais la grippe H1N1 a marqué vraiment un tournant dans la confiance et la défiance vis-à-vis de campagnes vaccinales qui étaient montées par le gouvernement. Donc moi, je travaille vraiment sur les personnes, les individus, le grand public, mais aussi les communautés de patients. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en ligne, les gens se regroupent quand ils ont des préoccupations ou des passions très fortes. Donc en termes de santé, c'est plutôt de l'ordre de la préoccupation. Et même à l'époque des forums, j'ai étudié de nombreux forums de personnes atteintes de certaines problématiques ou de femmes enceintes qui discutaient entre elles. Et ce que j'ai pu observer au cours du temps, et ça reste vraiment très présent, c'est que les gens se regroupent en ligne et cherchent à comprendre leur diagnostic, leur traitement, l'effet sur leur corps de leur maladie ou de leur traitement, parce qu'ils manquent d'informations médicales, parce qu'ils n'osent pas ou ils n'arrivent pas à obtenir l'information auprès de sources médicales légitimes. Ils se sentent mal écoutés, mal compris. Et ça, c'est beaucoup des communautés de femmes atteintes de maladies chroniques qui ont des parcours de diagnostic très très longs. L'endométriose, c'est le cas. Et ces communautés se regroupent pour trouver un peu de résonance, un peu d'écoute et de représentation d'elles-mêmes, mais aussi pour essayer de, ensemble, décrypter des contenus médicaux, des études qui viennent parfois d'ailleurs, et elles en tirent une sorte d'expertise assez importante qui leur permet de venir dialoguer avec leur médecin pour obtenir des traitements ou obtenir un diagnostic. Donc on voit qu'il y a quand même cette nécessité de se regrouper vient aussi du fait qu'il y a un petit creux dans la manière d'être pris en charge et d'être écouté par les médecins. Alors moi, là, j'entends deux choses et je voudrais m'assurer que c'est ça. C'est-à-dire que c'est à la fois, on se regroupe entre pairs parce qu'on partage une même pathologie et ou un même traitement et on veut échanger là-dessus, savoir comment les uns vivent le traitement ou la pathologie et échanger. Mais j'entends aussi, on va aussi chercher ce qui peut se faire dans d'autres pays pour amener un peu de l'innovation finalement, ou en tout cas aller creuser des pistes Exactement. qu'on n'aurait pas creusées, c'est Oui, ça? c'est ça. Dans les maladies, soit les maladies rares, soit les maladies qui ne sont pas très bien prises en charge en France, mais où les avancées se font au niveau international quand même. On va essayer de chercher les nouvelles études, décrypter les nouveaux traitements, trouver de l'espoir et essayer d'inciter son médecin à se renseigner à son tour sur ces nouveaux traitements. Parce qu'il y a une prise en considération du fait que les médecins ne sont pas tous formés exactement à sa maladie. Et donc, il y a une volonté d'inciter les médecins à se former. Et ce qui est rigolo à observer, c'est comment ces groupes de patients aussi vont œuvrer à créer des stratégies pour ne pas braquer leurs médecins, parce qu'ils savent que les médecins vont avoir du mal à entendre une parole d'expertise de la part de leurs patients, notamment de leurs patientes. Encore plus si cette parole d'expertise vient d'Internet, alors que c'est une zone qui peut être parfois décriée par les médecins comme une zone de désinformation. Et donc, elles élaborent des stratégies pour arriver à faire comprendre à leurs médecins qu'elles savent, sans avoir une posture trop arrogante, etc., pour arriver à leur fin. Donc, on voit quand même que oui, ce sont des zones très investies par les patients, très investies par les personnes qui traversent des problématiques de santé. Ce qui est assez beau à voir aussi, c'est qu'il y a vraiment un parrainage qui se met en place entre les personnes qui sont atteintes de la maladie depuis longtemps et les nouveaux entrants dans la maladie, avec un vrai accompagnement humain aussi, qui est peut-être la preuve que ça manque dans la vie réelle. Une recherche vraiment d'accompagnement, d'écoute, presque de mentorat sur la traversée qui les attend aussi. Oui, on va expliquer un parcours, les différentes étapes par lesquelles... Tout à fait. Et on voit que d'ailleurs, certains organismes de santé ont rebondi sur ce phénomène-là. On voit que la Ligue contre le cancer a ouvert un forum où les patients discutent librement et des médecins peuvent intervenir également. Et on voit que c'est très, très investi par les patients qui ont un besoin de réassurance ou de poser leur angoisse quelque part.
Est-ce qu'on voit des différences selon les réseaux sociaux ou les plateformes? Est-ce qu'on parle plus de tel sujet sur telle plateforme, de tel autre sur telle autre? Enfin, est-ce qu'il y a une spécificité ou globalement ça fonctionne à peu près pareil? Alors, c'est un paysage extrêmement mouvant, les réseaux sociaux. Il y a quelques années, c'était sur Instagram qu'on retrouvait les groupes de patientes Mmh. au féminin, parce qu'Instagram était plus investi par les femmes que par les hommes. Il y a une certaine époque, c'était Doctissimo qui rassemblait tout le monde. Et aujourd'hui, ça s'est un peu diffusé différemment. On va retrouver plus de jeunes sur TikTok. Par exemple, quand on a travaillé sur ces journaux de patients, on travaillait notamment sur des publics très jeunes, des 15-25 ans, qui sont un public particulier qui s'appelle les AJA, adolescents et jeunes adultes, et qui ont une Mmh. prise en charge particulière sur le cancer. C'est sur TikTok qu'on les a trouvés. Toutefois, plus récemment, on a travaillé sur l'impact de la radiothérapie sur la vie quotidienne. Et là, on s'est aperçu que sur TikTok, pouvaient aussi s'exprimer des personnes bien plus âgées. Donc, on voit que OK. les plateformes bougent. Et en termes de sujets, je dirais pas qu'il y a un sujet par plateforme. Ouais. C'est plus des types de populations qu'on va retrouver sur telle ou telle plateforme, Mmh. qu'elles investissent plus naturellement. Alors, vous avez parlé des jeunes, là, des AJA, les adolescents et jeunes adultes qui sont extrêmement présents sur TikTok. Pour la Fondation April, vous avez fait une ethnographie digitale justement pour aller voir un peu, enfin deux d'ailleurs, pour aller voir, quelle culture santé les jeunes avaient, ce qu'ils mettaient derrière le mot santé, et comment ils s'emparaient de ces sujets-là. Et puis, une autre étude aussi pour voir un peu justement quels étaient le- les grands courants qui mettaient éventuellement les jeunes en danger parce que représentaient dans les discours qui circulent sur TikTok, euh, ça mettait en jeu en tout cas des comportements à risque ou des risques sanitaires qui apparaissaient. Peut-être d'abord sur cette culture santé des jeunes, justement, ouais, est-ce que ça parle santé sur TikTok ou est-ce que ça parle d'autre chose et derrière c'est de la santé sans le dire? Euh, Qu'est-ce qu'ils connaissent du système de soins? Quels sont un peu justement les angles morts et ce qui fait qu'ils échangent entre eux pour en savoir plus? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un paysage de... Et le point commun entre ces deux ethnographies qu'on a conduit sur les jeunes et la santé, c'est de voir à quel point les jeunes aujourd'hui parlent de santé de manière détachée du système de soins. C'est-à-dire qu'ils s'indépendantisent ou ils s'autonomisent vis-à-vis du système de soins par une certaine défiance, je pense, par aussi un certain rapport à l'autorité qui a évolué. Ça, vraiment, le Covid a marqué une rupture en termes de rapport à l'autorité, de rapport à la légitimité d'une parole médicale. Et par rapport à l'idée de se faire son propre avis. Donc, il y a quelques années, c'était seulement les complotistes qui allaient faire leurs propres recherches. Et aujourd'hui, ce scepticisme et cette défiance, elle s'est quand même diffusée de manière très, très générale dans la population générale. Donc, on parle santé sur TikTok, oui. On parle surtout performance et optimisation de soi. C'est ce qu'on avait pu voir dans les cultures de la santé chez les jeunes, c'est que ces cultures de la santé se vouaient principalement à se prémunir des dangers de l'extérieur, d'un monde de plus en plus incertain, d'un monde de plus en plus mouvant. Et la manière de s'en prémunir, c'est d'avoir du contrôle sur son corps et d'aller dans une forme d'optimisation de soi, de performance de soi à tout niveau, qui impliquait aussi une sorte de maintien en bonne santé. Mais tout ça dans une perspective qui n'est pas très long-termiste, qui est plutôt dans une perspective d'ici et maintenant. On va chercher à s'optimiser tout de suite, mais pas forcément être dans une démarche de prévention sur le long terme. Ce qui nous a un peu effrayés quand on a vu, c'est qu'on a perçu qu'il y avait une sorte de d'hédonisme nihiliste qui a peu confiance dans ce qui peut arriver demain, a peu confiance sur le fait que demain peut arriver même, et cherche à s'optimiser tout de suite maintenant, en termes cognitifs, en termes de silhouette beaucoup, en termes d'apparence. La santé a l'air très très liée à la manière dont ça rayonne sur soi, ou ça se voit sur son corps, sur son visage, etc. Et ce que vous disiez, c'est que effectivement la santé, enfin être en bonne santé devient plutôt un moyen qu'un objectif, Tout à fait. et d'autant plus un objectif à long terme, quoi. Oui, le corps est perçu comme un véhicule qui me permet d'aller vers une forme de réussite.
Et de plus en plus, et ça on l'a vu un peu plus récemment dans la conduite de l'analyse qu'on a fait sur les contenus toxiques, c'est que le corps est perçu comme un investissement, un projet, petit bout par petit bout, on va aller chercher à s'améliorer ou à améliorer son apparence principalement quand même. On est vraiment sur une question Mmh. d'apparence qui est de plus en plus prégnante. D'accord. Et alors, justement, si on rentre un petit peu dans le détail peut-être de ce que vous avez vu, est-ce que vous pouvez nous décrire les grandes familles que vous avez observées et ce qui se joue dedans à l'intérieur de cette famille? Donc, il y avait l'optimisation de soi, vous avez dit l'hédonisme. Quelles sont les grandes familles Alors, on a souvent une approche cartographique quand on fait des grosses ethnographies avec un sujet un peu large pour comprendre comment s'organisent les différents propos et comment s'organisent les différents insights qu'on peut aller chercher. Et ce qu'on a vu dans la dernière ethnographie qu'on a pu conduire ensemble, c'est que en termes de contenus toxiques vis-à-vis de la santé, c'est-à-dire les contenus qui peuvent porter atteinte assez directement à la santé des jeunes qui les consomment, qui les regardent et par lesquels ils peuvent être influencés, on a vu quand même le plus gros des pôles qu'on a pu observer, c'est celui de l'optimisation de soi, de l'optimisation de son apparence, qui est un pôle qui se divisait en deux pôles parce que c'est très très genré, sur des injonctions à la féminité d'une part et à la masculinité d'autre part, qui se cristallisent autour de certains aspects, la musculature et pour les jeunes, du côté des jeunes hommes, c'est la musculature et la forme du visage très carré avec des traits très marqués, voire un peu hypertrophiés, d'une masculinité qui est presque fictionnelle, qui ressemble à des personnages de manga, qui ressemble à des personnes qui font du bodybuilding de manière professionnelle et qui prennent des produits en conséquence. Et chez les jeunes femmes, on est sur une féminité hypertrophiée aussi, avec des standards de beauté qui sont très appuyés sur la silhouette, le poids, le visage avec des traits. Là, pour le coup, les lèvres doivent être très pulpeuses, les pommettes saillantes, etc. Donc, on a pu élaborer voilà, ce genre de... Quelles sont les normes et les standards qui émanent de ces cultures-là et surtout, quelles sont les pratiques qui vont amener les jeunes gens à obtenir ces résultats-là, qu'il s'agisse d'injections chez les jeunes femmes, la prise de stéroïdes chez les jeunes hommes. Au-delà de ces injonctions d'apparence, on a vu aussi une injonction à l'optimisation de sa cognition, avec des autodiagnostics TDAH qui circulent, et surtout une sorte de prise en compte au sujet de la prise de Ritaline, qui permettrait d'aller améliorer ses performances cognitives, qu'on soit TDAH ou pas TDAH d'ailleurs, avec une sorte de paradoxe assez puissant sur le fait que les jeunes gens ont conscience qu'ils perdent en compétences de concentration et de maintien de leur concentration et de mémorisation, parce qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux et ils cherchent quand même des solutions en regardant des TikTok. Et on a trouvé ça un peu ironique. Au-delà de ces pôles d'optimisation de soi, on retrouve quelque chose de plus classique en termes d'adolescence, où il s'agit de culture du challenge et de la mise en danger. La transgression. La transgression, où là, on cherche du plaisir immédiat et de la transgression avec une non prise en compte de sa santé, ou une manière justement de la mettre de côté pour montrer qu'on est un peu invincible. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui s'exprime de manière nouvelle en ligne, et parfois avec des nouvelles substances psychotropes qui peuvent émerger. Où là, ce qu'on a vu était assez étonnant en termes de circulation de ces produits psychotropes interdits, illégaux, où on a vu que via TikTok, on s'est concentré sur TikTok pour cette exploration-là, mais en fait, ça se passe un peu partout, tout ça sur YouTube et aussi. Et on a vu que dans les commentaires des personnes qui venaient faire de la prévention sur telle ou telle nouvelle substance qui pouvait apparaître, on a vu qu'il y avait des personnes qui les proposaient à la vente. Et pour les proposer à la vente, ils vont passer par Vinted, notamment, pour aller font semblant de vendre des t-shirts où il y a marqué le nom de la substance. Et en fait, ils vont jamais envoyer un t-shirt quand ça sera acheté, mais ils vont envoyer une dose de la substance par un colis Vinted qui ne sera pas du tout contrôlé parce qu'il y en a beaucoup en circulation. Au-delà de ça, on a vu aussi qu'il y avait d'autres manières de se faire du mal ou d'autres manières d'avoir des contenus toxiques qui pouvaient circuler, autour notamment de
de la suroptimisation de soi. C'est-à-dire que à force de faire du sport ou à force de vouloir obtenir une optimisation de soi, il y avait certaines conduites excessives et obsessionnelles qui pouvaient apparaître, qui sont à la jonction en fait de la santé mentale et aussi de la recherche d'optimisation qui va passer par des produits dopants ou des produits qui vont aider à maigrir plus vite, comme des molécules comme l'Ozempic, etc. Et on a vu que pouvait aussi se construire une forme d'obsession qui pouvait conduire à de la dysmorphophobie notamment, mais aussi des phénomènes d'angoisse assez profonds ou des phénomènes de dépression, etc. Et ensuite, le dernier point, c'est un point très ambivalent autour de la santé mentale, qui est à la fois un espace où les réseaux sociaux sont à la fois un espace d'expression très fort et très important pour les communautés de patients dont j'ai parlé au début, justement, qui cherchent à se regrouper, parler de leurs symptômes, s'entraider, s'encourager à aller au-delà de leur maladie, s'encourager aussi à se faire diagnostiquer, s'encourager à se prendre en charge au niveau de la santé mentale, qu'on trouve, nous, très positif. Mais autour de ces discours-là, il y a à la fois une banalisation, une glamourisation, une normalisation de ces problématiques-là qui peuvent porter à conséquence en termes de non-diagnostic. C'est-à-dire que certains se suffisent de regarder des TikTok pour se diagnostiquer et ne vont pas passer la porte d'un cabinet médical ou d'un cabinet où n'ont pas forcément un accès très simple aussi à des soins en psychiatrie et vont essayer de trouver des solutions uniquement sur TikTok en pensant que c'est suffisant. Donc, il y a une petite ambivalence Oui, ne autour pas de ce entrer dans sujet-là. un parcours de soins alors même qu'on Voilà. cherche à savoir et à Voilà. se soigner. Oui, à ne pas aller au-delà de la prise de conscience et ne Mmh. pas. On a observé ça aussi. Mais ce qui aussi peut être. C'est pas forcément que la responsabilité de ces jeunes gens, c'est-à-dire qu'il y a aussi des jeunes gens qui ont l'air d'avoir des grands problèmes à trouver des rendez-vous pour une prise en charge médicale, notamment en dehors des grandes villes, ou à convaincre leurs parents qu'ils en ont besoin pour les mineurs aussi. Et vous avez observé aussi ce que vous disiez tout à l'heure un peu en introduction, c'est-à-dire que cette défiance vis-à-vis médicale et plus largement scientifique, elle conduit aussi à d'autres courants qu'on voit sur les Oui, plateformes. oui, tout à fait. Le fait de se méfier de la parole médicale ou de penser que les médecins sont pas forcément très compétents, parce que à force de voir des communautés de patients qui disent mais mon médecin n'a pas réussi à me diagnostiquer ou mon médecin n'est pas au courant de bons traitements, parce que en fait tout le monde a accès à tout. En tant que c'est pas seulement avant quand c'était constitué autour d'un forum, seuls les patients concernés par telle maladie allaient consulter les forums. Aujourd'hui, c'est vrai que l'algorithme fait que la parole est distribuée et qu'on peut avoir accès à des communautés de patients et d'un coup on peut tomber sur un fil de discussion ou sur une vidéo qui va parler d'endométriose, etc. Et on va avoir une sorte d'imprégnation de ce discours selon lequel les médecins ne nous écoutent pas, ne se sentent pas concernés, ne sont pas bien formés à notre maladie en particulier. Et en plus, autour de la vaccination, quand même une imprégnation assez forte de ce discours complotiste selon lequel la vaccination, c'est surtout pour engraisser les laboratoires pharmaceutiques ou contrôler les populations et que c'est pas nécessaire, etc. Donc, petit à petit, ça grignote la confiance que la population, et notamment les jeunes, portent vers le corps médical. Et on voit, oui, on voit qu'effectivement, depuis le Covid, l'autodiagnostic et l'auto-soin, notamment parce qu'on peut tout se procurer en ligne sur le marché noir, a tendance à progresser. Mmh. Et alors, là, on l'a vu, hein, vous expliquez que la présence de ces contenus, de plus en plus vis-à-vis de parcours de soins ou d'errance diagnostique, renforce la défiance vis-à-vis du monde médical et plus largement scientifique. Quelles sont les autres mécaniques que vous avez observées qui font que, je sais pas, une jeune fille qui cherche juste à avoir un peu moins d'acné ou une plus belle peau, finalement va en venir à la chirurgie esthétique, puis peut-être à faire des régimes qui d'ailleurs au départ sont peut-être, enfin, la plupart des jeunes filles à un moment font un régime, hein, je crois que c'est 50% le chiffre. Et comment on en passe de je fais un régime parce que voilà, ou je suis une tendance healthy, hein, et
comment j'en arrive aux troubles du comportement alimentaire, enfin, comment toutes ces mécaniques fonctionnent. J'ai pris l'exemple de la jeune fille, mais l'équivalent pour un jeune homme qui veut juste être un peu plus musclé parce que bah, voilà, j'ai 15 ans et je voudrais être un peu plus musclé. Comment on peut se mettre en danger? Alors, déjà, en passant beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment une mécanique d'imprégnation très très forte où on est soumis. Alors, à mon époque, moi, c'était les magazines féminins qui étaient très présents, puis le placardage publicitaire qui montrait des corps un peu impossibles. Mais on pouvait refermer le magazine féminin et puis on n'avait pas des affiches publicitaires sur les yeux toute la journée. Là, il faut savoir que les jeunes gens passent plusieurs heures par jour sur TikTok et sont confrontés en continu à des corps relativement impossibles. Alors, soit ils sont filtrés, soit retouchés, soit ce sont des gens qui ont vraiment eu des procédures, des interventions médicales ou pris des médicaments qui font qu'elles sont on va garder l'histoire de la silhouette féminine et du retour de l'extrême maigreur, hein, d'ailleurs, qui revient en force en termes de valorisation et de glamourisation. Donc déjà, on a cette mécanique d'être soumis sans arrêt à des corps qui sont montrés comme désirables, souhaitables, atteignables, alors qu'ils sont impossibles. Et forcément, ça crée un mécanique de comparaison constante entre son propre corps et le corps de l'autre, sachant que par certaines poses, on peut donner l'illusion aussi que notre corps a une forme tout à fait différente de celui qu'il a réellement. Donc ça va créer du complexe. Ça va créer du complexe, même là où il n'y en avait pas forcément. Certaines personnes vont élaborer des discours sur la forme du visage ou le double menton. Et le double menton, quand on est en visio et qu'on a la tête un peu baissée, on a tout un double menton. Ça, c'est physiologique. Et donc, ça va créer ce genre de nouveau complexe qui va être élaboré. Et puis, surtout, on va avoir des influenceuses qui sont plus ou moins rémunérées par des cabinets médicaux ou par certains laboratoires. Alors, en France, c'est plus contrôlé limité, mais aux États-Unis, ça ne l'est pas. Et nos jeunes femmes françaises ont accès à des contenus internationaux. Hein. C'est aussi ça qui est extraordinaire avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a accès au monde entier. Et ça va donner l'illusion aussi que c'est facile, sans conséquences et sans problème, d'avoir de recours à des chirurgies esthétiques. Et donc, on va créer cette espèce de nouvelle norme. Les curseurs de la normalité en termes de représentation du corps sont en train de bouger extrêmement vite. Chez les jeunes hommes, c'est la même chose, où un super-héros des années 80 ou des années 90 pourrait être aujourd'hui considéré comme une crevette, entre guillemets, par nos jeunes hommes qui sont soumis sans arrêt à des corps hyper musclés, hypertrophiés. Et donc, ils ont des objectifs de ressembler à ces corps-là, parce qu'eux-mêmes se sentent complètement en décalage avec ces corps qu'ils voient en permanence comme étant faciles à atteindre, si on a un peu de discipline. Enfin, il y a tout un discours autour de si tu veux, tu peux. Et puisque tu peux, tu dois. Et c'est ça un peu la mécanique qui se met en place. Et il y a un discours aussi, vous nous expliquiez alors il y a la légitimité ou la légitimisation par effectivement des influenceurs ou par d'autres qui ont réussi ou soi-disant réussi. Et donc effectivement, ça en vient à se dire, chacun peut ou doit. Mais il y a aussi un discours un peu scientifique où on utilise des bouts d'études ou des pourcentages ou des noms de molécules. Oui, alors ça, c'est très paradoxal. On observe à la fois un détachement du corps médical comme porteur de science et comme porteur de savoir, et une sorte d'appropriation un peu fallacieuse de propos médicaux pour montrer qu'on sait, qu'on a fait des recherches, etc. Donc, c'est ça, oui, effectivement, on l'a observé de manière très répétitive sur tous les sujets qu'on a travaillé ensemble, sur le fait que des influenceurs vont utiliser des termes multisyllabiques, vont utiliser des termes qui font référence à l'anatomie, pas forcément de manière très juste, vont faire référence aussi à des études cliniques ou pas, qui vont cherry-picker, c'est-à-dire qu'ils vont choisir selon ce qui va venir conforter leurs propos. Et tout ça pour montrer qu'ils se mettent dans une posture d'autorité en faisant ça. Et généralement, c'est qu'ils ont quelque chose à vendre derrière. Soit un programme d'accompagnement, soit une formation, soit du coaching, etc. Mais leur monnaie principale, c'est leur apparence, parce que c'est par leur apparence qu'ils montrent qu'ils ont eu ce pouvoir de se transformer, qu'ils ont réussi à se transformer. Et c'est ça qui va vraiment accrocher leurs clients qui vont chercher à faire comme eux en achetant leurs programmes, etc., des formations. Et donc, au-delà des dangers, j'allais dire physiques,
à prendre des produits ou adopter des pratiques excessives, on a aussi une mise en danger mentale parce que effectivement, avoir à la fois ces injonctions de réussir, ne pas réussir parce que de toute façon c'est impossible, c'est être renvoyé dans une forme d'insécurité permanente, de je suis pas capable de, donc je suis nul, donc Oui, de dénigrement de soi-même en tout à fait. Et fait. donc Ça aussi c'est. Oui, une impression de décalage par rapport à une norme qui n'est pas une norme, puisque c'est une représentation de plus en plus fausse en plus sur les réseaux sociaux. Une impression d'échec Oui. parce que pour ceux qui essayent et qui n'y arrivent pas forcément parce la doxa, la nouvelle doxa leur dit que c'est parce qu'ils ne se sont pas donné les moyens de le faire et qu'ils n'ont pas été assez disciplinés, assez qu'ils ne le voulaient pas suffisamment pour y arriver. Et l'autre danger aussi, c'est de faire circuler des fausses vérités sur les Oui. mécanismes corporels, sur ce qui fait grossir, pas grossir, sur ce qui fait prendre du muscle, pas prendre du muscle, et avec des discours, des imaginaires santé qui circulent à haute intensité sur les mécanismes hormonaux, le cortisol, quand on est très stressé, c'est ça qui fait grossir, etc. Et ça, le corps médical a du mal à suivre pour débunker tout ça aussi, et remettre un petit peu de nuance dans ces Ouais. propos-là. Donc il y a un gros sujet de désinformation aussi. De mésinformation. Alors, je pense pas que ce soit une désinformation Oui, volontaire, mais c'est plutôt vraiment une espèce de compréhension très parcellaire et superficielle des mécaniques corporelles. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que ces influenceurs se saisissent des mécaniques les plus complexes du corps humain, les hormones, l'immunité, où en fait, il y a encore des choses à découvrir parce qu'on ne sait pas tout et ça reste hyper compliqué. Mais eux, ils font comme s'ils avaient tout compris de ces mécaniques-là et qu'ils vont en jouer, justement. D'accord. Et alors, on va remettre un peu de positif quand même. À côté de tout ça et de ces dangers réels, parce qu'en plus, on a des jeunes hommes et des jeunes femmes derrière qui sont très jeunes, 12 ans, 14 ans, et en pleine construction eux-mêmes. Il y a quand même effectivement des contre-cultures, il y a des gens qui font de la remédiation médicale, scientifique. Enfin, vous avez vu plutôt des belles choses en termes de prévention. Est-ce que vous pouvez là aussi rentrer un peu dans le détail? Alors, d'une part, les jeunes sont pas bêtes. Et ça, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire qu'il y a quand même, à force d'être soumis à tout plein de contenus qui vont dans tous les sens, il y a un certain recul qui se crée. C'est-à-dire qu'ils se créent eux-mêmes une formation ou une pédagogie à l'image qui leur permet aussi d'avoir un certain Ils esprit sont pas dupes. critique. Ils Ils sont sont pas pas dupes. complètement dupes. Ils Ouais. sont pas tous dupes. Certains ne sont pas dupes, en tout cas. Certains jeunes vont eux-mêmes porter des discours de mise en garde sur le fait que certaines poses vont mettre en scène les corps et qu'on peut avoir l'air grosse ou moins grosse selon comment on se tient devant la caméra, vont aider à éduquer à l'image, vont éduquer aussi aux mécanismes d'influence qui peuvent, et commerciales notamment, qui peuvent avoir lieu. Après, c'est difficile de lutter. C'est vrai que quand on est imprégné d'un sujet, c'est difficile et qu'on a des vulnérabilités préexistantes, c'est pas évident de résister à l'attrait de ces propos-là. On voit aussi qu'il y a une sorte de culture de la flemme qui se développe en parallèle, où certains ont l'air de dire oui, d'accord, très bien, les ultra performants, vous faites ce que vous voulez, mais en fait, moi, je me sens pas concernée par ça et je résiste. Ça reste difficile de résister. Il y a quand même l'impression qu'on est un peu largué par rapport à son époque et qu'on est un peu largué, notamment sur ce marché ou cette problématique très prégnante à l'adolescence de la séduction, et on a l'impression qu'on va pas réussir à séduire, etc. Et là, en ça, le masculinisme a fait beaucoup de dégâts, à propager l'idée que la rencontre et la séduction, c'est un marché dans lequel seuls certains peuvent émerger et pas tous. Et ça, je pense que ça s'est un peu propagé aux jeunes femmes et comme aux jeunes hommes, comme quoi tout ça était une compétition sans fin pour pouvoir obtenir l'agrément du sexe opposé ou l'agrément des personnes de même sexe qu'on cherche à attirer. Et enfin, on a aussi perçu que parmi les jeunes gens qui se forment médicalement, qui suivent une formation médicale, les jeunes pharmaciens, les jeunes médecins internes, ils sont natifs de ces plateformes-là. Ils les consultent et ils les regardent, et donc ils voient tout ce qui peut circuler de faux dessus. Et ils prennent en charge
de manière tout à fait bénévole et sans pour le coup essayer de vendre quoi que ce soit ou d'en retirer quoi que ce soit. Ils prennent en charge des discours de prévention. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut voir qu'ils vont se saisir des bons codes pour aller parler aux jeunes. Donc, on voit quand même qu'il y a des choses qui se passent où la parole médicale, si elle est portée par les bonnes personnes, peut quand même faire son chemin sur ces réseaux-là. Donc là, on voit qu'il y a des contre-cultures qui se forment, donc du coup, par les personnes qui postent des contenus. Il y a une forme de réappropriation par le corps médical, hein, je vais le dire comme ça, en tout cas par ces jeunes qui sont en train d'étudier ou de se professionnaliser ou de s'installer comme jeunes professionnels de santé qui reprennent la parole avec les mêmes codes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place pour justement avoir une meilleure prévention sur ces réseaux et ces plateformes? Nous, ce qu'on a remarqué qui fonctionnait, c'est justement le fait de ne pas prendre les jeunes pour des gens qui ne comprendraient que légèrement les choses de santé. Moi, j'ai quand même l'impression que les générations d'aujourd'hui cherchent vraiment à comprendre les mécaniques anatomiques, les mécaniques corporelles, comprendre pourquoi ce type de régime va marcher et va pas marcher, comprendre. C'est comme ça qu'on les accroche, en tout cas, pour leur vendre des choses. Et je suis assez persuadée qu'il faut aller assez loin dans les explications et de la pédagogie, assez loin aussi dans l'utilisation de termes médicaux, quitte à fournir une définition de ces termes, pour aller parler santé aux jeunes. La tonalité injonctive, elle ne marche pas du tout. Ce rapport à l'autorité, il est vraiment... c'est plus comme ça que ça fonctionne, et c'est pas que en matière de santé d'ailleurs, hein, c'est pour à peu près tout. Donc il y a un besoin d'explication assez profond, un besoin de compréhension très très profond, et un besoin de comprendre si son corps est concerné par ce sujet-là aussi, c'est-à-dire tous ces phénomènes d'autodiagnostic, etc. Finalement, les gens cherchent à retrouver leur expérience dans ce qui est dit dans d'autres expériences, et donc c'est hyper important d'aller très précisément dans la description des phénomènes physiques, anatomiques, pathologiques ou pas pathologiques. Et aussi de pouvoir débunker justement ces tentatives de l'autodiagnostic en expliquant que les autodiagnostics TDAH, etc., finalement, ça peut concerner absolument tout le monde, parce qu'on a tous déjà oublié pourquoi on rentrait dans une pièce, alors que voilà, ça fait partie des listes qu'on peut voir circuler en ligne. Si tu réponds oui à 5 de ces affirmations, tu es TDAH, alors qu'en fait, ça concerne absolument tout le monde. Donc c'est important d'avoir aussi un recul un peu humoristique par rapport à ces contenus qui circulent. Donc il y a des formats qui existent pour ça, les formats duo, où on va répondre à une vidéo existante en la débunkant. Ça marche plutôt bien. Il faut la bonne tonalité. Pas forcément chercher le clash, mais chercher un peu le recul. Et les jeunes gens sont friands de ça, en fait. Enfin, c'est aussi comme ça qu'ils s'informent médicalement. C'est très important de venir porter ce contre-discours en ligne, parce que sinon, c'est l'IA qui va le faire. C'est déjà un peu... ça a déjà un peu commencé avec des vidéos qui sont comme des vidéos d'animation qui viennent expliquer des mécaniques corporelles de manière très très convaincante tout en étant très très fausse. Et encore une fois, pour vendre des programmes d'amincissement, des programmes d'amélioration de soi. Oui, ça c'est là. Effectivement, c'est en tout cas dans votre métier qui est d'observer ce qui se passe sur les plateformes, les réseaux sociaux, l'arrivée de l'IA. Déjà va peut-être massifier encore plus les contenus, mais surtout, effectivement, il va y avoir des contenus très, très vraisemblables et très, très ressemblants à des vrais contenus, entre guillemets, faits par IA, et ça va être compliqué aussi de savoir ce qu'il y a derrière, d'analyser. Enfin, ça va changer quoi d'ailleurs dans votre travail? Alors, on n'en est pas encore à ne pas savoir si c'est de l'IA ou pas de l'IA. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelques années, les premiers contenus médicaux IA, c'était des sortes de faux médecins avec blouse blanche, stéthoscope, qui racontaient des trucs avec une voix monocorde. On ne comprenait pas trop ce qu'ils voulaient, ni ce qu'ils avaient à vendre très spécifiquement. Là, la nouvelle version des contenus médicaux générés par IA, ce sont des films d'animation qui montrent l'intérieur du corps. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très demandé par les publics jeunes, c'est-à-dire voir l'intérieur du corps, les représentations. Alors, il y a les schémas, etc., mais vraiment avoir une perception, mais comme dans « Il était une fois la vie » quand on était plus jeune, de comprendre les mécaniques corporelles visuellement. Et ces contenus IA viennent proposer des petits personnages mignons qui sont des spermatozoïdes ou des globules rouges, etc., et qui viennent raconter une histoire sous prétexte de prévention.
Mais en général, il y a quelque chose à vendre derrière. Et puis surtout, les mécaniques qui sont développées sont pas forcément très justes. Mais on peut s'inspirer de ça. Je pense que l'IA, ça peut être un outil aussi de visualisation, justement, de ces mécaniques corporelles, mais il faudrait que les propos soient justes derrière pour pas continuer à propager de fausses Mm. informations. Est-ce que vous commencez à observer, parce que peut-être que les gens en parlent sur les réseaux, justement le recours à l'IA pour questionner justement sur un diagnostic, sur un traitement, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous arrivez à voir à travers les réseaux aussi? Alors oui, on le voit de manière détournée, c'est-à-dire que nous, on n'étudie pas les contenus qui sont générés par l'IA parce Non. qu'on n'y a pas accès, etc. Mais on voit des gens qui racontent comment ils ont prompté leur IA pour obtenir un diagnostic ou comprendre ce qui leur arrivait ou tout simplement obtenir une recette qui va cocher les bonnes cases avec le régime anti-inflammatoire qu'ils veulent mener, etc. Parfois, il y a des complexités. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens cherchent dans l'IA un gestionnaire de leur complexité personnelle. C'est-à-dire, je suis diabétique, je cherche un régime anti-inflammatoire, j'ai plus de 50 ans, j'ai telle et telle problématique, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger, et propose-moi des recettes et propose-moi une liste de courses. C'est un gestionnaire de complexité vraiment, tout en cherchant quelque chose de très personnalisé. Donc oui, après, les diagnostics par l'IA, très honnêtement, j'ai déjà essayé de nourrir l'IA avec des résultats d'analyse médicale, par exemple, et moi, j'ai obtenu des réponses plutôt rassurantes, c'est-à-dire qu'on m'incitait plutôt à aller demander à un médecin, Oui. plutôt que... c'est des réponses assez neutres qui disaient ça pourrait être ça, mais ça pourrait être ça, puis ça pourrait être rien du tout, mais surtout, faut voir avec un médecin. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai pas été trop effrayée par... C'était vraiment par curiosité, c'était pas parce que je voulais vraiment savoir, c'est que je me demandais ce que ça pouvait donner quand on fournissait des résultats. Alors après, ça pose d'autres problèmes, hein, c'est-à-dire que dévoiler ces données, Protection des données personnelles. exactement, on ne sait pas dans quelques années ce que ça va donner, donc c'est pas quelque chose que j'inciterais à faire. Mais oui, il y a des gens qui utilisent l'IA à des fins un peu médicales. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais encore une fois, ça montre qu'il y a parfois une difficulté à passer le pas d'un cabinet médical ou pour différentes raisons. Ça peut être pour des raisons financières, ça peut être pour des raisons d'accès aux soins, ça peut être pour des raisons d'avoir peur aussi de la réaction du docteur face à telle ou telle question. Et donc ça, c'est quand même des choses de santé publique à regarder de très près. Ouais. En fait. Pour moi, c'est le symptôme d'une problématique, d'un rapport au système de santé, plutôt que d'une déviance de la population. Bien sûr. Merci Dorothée. On arrive à la dernière partie de ce podcast, qui est une partie dans laquelle l'invité du mois précédent vient poser une question à notre invité du jour. Et donc, on a une question pour vous qui a été posée par Antoine Ténière, qui est directeur général de Paris Santé Campus. On l'écoute. Ma question, ce serait de comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à inverser la tendance et à se servir de façon positive de ces outils pour en faire vraiment des leviers puissants dans la relation à sa propre santé, dans la relation sociétale à la santé et dans le développement justement des initiatives de prévention. Alors, la relation à la santé et les réseaux sociaux. Ouais, écoutez, on est en plein dans le sujet. On voit que les gens, les jeunes et les moins jeunes ont une vraie discutent de leur rapport à la santé sur les réseaux sociaux, cherchent des informations sur leur santé via les réseaux sociaux et puis via d'autres émanations d'Internet aussi. Hein. Les réseaux sociaux ne sont pas l'alpha et l'oméga. En discutent entre eux, interagissent entre eux et cherchent à avoir parfois des rapports aussi avec des personnels médicaux. Il y a plusieurs super médecins qui sont en ligne et qui vont développer des discours médicaux. Je pense que c'est important de ne pas dénigrer le réseau social comme un lieu d'accès à l'information santé. Pendant longtemps, les médecins, et de moins en moins, hein, moi je consulte des médecins qui aujourd'hui prennent en compte le fait que oui, je vais aller chercher des informations sur Internet et qu'on puisse en discuter derrière. Donc c'est important que les médecins aussi s'informent sur ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux, sur les nouveaux régimes à la mode, sur les nouveaux propos à la mode, pour pouvoir mieux en parler avec leurs patients. Et je pense que c'est important aussi qu'il y ait certaines émanations du monde médical, mais bon, ça demande du temps et de l'investissement personnel. Pour l'instant, les gens qui le font surtout sur leur temps personnel, pour aller au contact des personnes qui chargent de l'information en ligne. Parce que si les médecins ne le font pas, c'est clairement des personnes qui ont d'autres choses à vendre qui vont le faire. Donc, il y a un enjeu derrière ce que vous dites de
à la fois d'information évidemment du personnel médical, des professionnels de santé, de ce qui se passe et ce qui se dit sur les réseaux sociaux et les plateformes. De formation aussi, sans doute, pour utiliser aussi ces outils, Ouais. y être présent et du coup, un vrai investissement, en tout cas, de la communauté santé, ou de la communauté médicale, ou de la communauté du soin, à aller sur ces plateformes, ces Tout à fait. réseaux. Oui. À aller dans une posture même d'écoute des patients qui ont des préoccupations, plutôt que dans une seule volonté de délivrance d'informations de manière très autoritaire et très descendante. Je pense que c'est important de rentrer en dialogue avec les personnes qui sont en ligne. Après, ça demande effectivement du temps, des postes, de l'argent, c'est pas forcément facile à trouver. Et ça, il n'y a pas de solution magique. Mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une présence un peu plus renforcée de certains représentants du monde médical. Alors Dorothée, c'est à vous maintenant de poser votre question à l'invité que nous recevrons le mois prochain. Nous allons recevoir Karine Delanoë-Vieux, qui est chercheuse, docteur en design et qui s'intéresse aux questions de l'hospitalité du soin. Donc on vous écoute. On commence à entendre parler de visites de musées sur ordonnance, comme en Belgique ou au Québec. Et j'aurais aimé savoir quels sont les bénéfices et les risques de ces ordonnances et de ces nouvelles thérapies et approches thérapeutiques. Merci, intéressant. Donc, nous aurons effectivement le plaisir d'entendre sa réponse le mois prochain. Merci beaucoup, Dorothée Kopp, Merci, Sophie. d'avoir partagé vos observations ethnographiques digitales avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver donc le mois prochain pour un nouvel épisode d'Agir pour prévenir, le podcast santé de la Fondation April.